Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va reprendre un petit peu les vidéos, ça fait pas mal de temps que je n'en avais pas fait. Et comme on m'avait demandé de monter un cours sur l'intelligence artificielle, bah voilà, je recycle un peu ça et je vous le propose ici. Donc on va faire un premier cours d'introduction et de présentation de quelques applications de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc on va prendre le plan suivant, je vais commencer par des définitions. Alors c'est assez dur d'avoir une définition un peu officielle, mais donc je vais vous en donner plusieurs. Ensuite, on va faire un petit peu l'historique d'intelligence, on va dire, justement artificielle avec des machines. Les premiers succès, et ensuite on verra un peu plus ce que tout le monde appelle l'intelligence artificielle, qui est en fait le machine learning et quelques applications du machine learning. Et après, je ferai d'autres vidéos euh, qui arriveront après. Alors, si on prend Wikipédia, sa définition de l'intelligence artificielle, c'est le champ de recherche visant à développer des systèmes informatiques capable d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence, telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception ou la prise de décision. Voilà, donc c'est quelque chose qui réfléchit. Si on prend ChatGPT, qui est un outil d'IA, il nous dit que l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques permettant à des machines d'imiter certaines capacités cognitives humaines, donc de réflexion, comme apprendre, comprendre, raisonner et décider. Et le pendant de ChatGPT, on va dire chinois, DeepSeek, c'est l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Ces tâches incluent la perception, la compréhension, la génération du langage, la précision, la prise de décision et la résolution de problèmes, l'apprentissage et l'adaptation à des nouvelles situations. Voilà un petit peu ce que donnent les différentes définitions. Donc en gros, on voit souvent apprendre. Alors comprendre, c'est un petit peu surfait, on va dire. Euh, sur DeepSeek, on a de la génération, etc. Donc on va essayer de passer un petit peu en application, enfin une liste en application, tout ça. Donc je vous propose un petit peu la définition que je vais utiliser de l'intelligence artificielle dans ce cours. Donc pour le grand public, l'intelligence artificielle c'est souvent associé au réseau de neurones, donc au machine learning. Plus précisément, notamment tout ce qui est deep learning. Alors, si on regarde les infos, deep learning, c'est le mot, la mode, etc. Et généralement, ça se passe aussi derrière le mot intelligence artificielle. En réalité, en fait, l'IA contient plein d'algorithmes, on va dire classiques, qui ne sont pas basés sur l'apprentissage, qui permettent un petit peu de faire tout ce qu'on a vu avant, décision, perception, etc. Parmi les algorithmes classiques, on peut citer les premiers qui ont eu du succès un petit peu. La toute première chose qu'on peut remonter, on va dire, à mon sens, au niveau d'une intelligence artificielle, c'est la machine de Turing. Donc la machine de Turing, c'est une machine théorique présentée par Alan Turing qui est là, dans un article en 1936. Donc sa conception apparaissait comme une sorte d'automate abstrait en train d'accomplir une procédure, donc des tâches les unes après les autres. Donc c'était, on va dire, certains le mettent comme vraiment la naissance de l'informatique et dans certains cas aussi de l'intelligence artificielle. Donc à partir de la machine de Turing, un petit peu d'histoire, Turing a supervisé la création d'une machine pour déchiffrer le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était le code qui était utilisé par les Allemands. Et on estime, les historiens estiment que ce travail-là a permis de faire gagner 2 ans de guerre à peu près. Donc voilà, c'était la première chose. Donc Monsieur Turing ici, qui est là, et ici une représentation un petit peu de sa première machine. Un petit peu plus récent, même si bon, certains d'entre vous ne seront pas encore nés, on peut citer Deep Blue et Deeper Blue, qui a battu Garry Kasparov, donc le champion du monde d'échecs, considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'échecs de tous les temps. Donc en Deep Blue en 96, il affronte Kasparov, donc là c'est Kasparov qui gagne, et Deeper Blue en 97, là c'est Kasparov qui perd. Donc Deep Blue, l'ordinateur qui gagne. Donc là en gros on a Kasparov ici, Garry Kasparov. Ici on a juste quelqu'un qui va rentrer les coups dans l'ordinateur, et l'ordinateur lui va calculer pour proposer le coup suivant. Donc pour info à peu près, avec les technos de l'époque, Deeper Blue il mesurait à peu près 1m80.
de haut pour une tonne 4. Donc voilà, comment ça a fonctionné, c'est qu'en gros, d'après ce que j'en ai lu, c'est qu'il regardait tous les coups possibles et il choisissait le coup le plus sûr de gagner, en tout cas le plus avantageux. Donc un peu ce qu'on appelle maintenant un algorithme par force brute, je regarde tous les cas possibles et je prends le meilleur. Donc dans ce cours, on va appeler IA en fait, intelligence artificielle, tout ce qui fait davantage référence au machine learning. Donc le machine learning, apprentissage automatique, apprentissage machine, c'est un sous-ensemble de l'IA qui se concentre sur la conception d'algorithmes capables d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés pour chaque tâche. Donc les données, ça peut vraiment soit être des données, on va dire fixes, soit ça peut être des données qui vont être générées dans le cadre d'une simulation, d'une expérimentation avec un robot par exemple. Donc le but c'est que on va pas programmer vraiment le robot pour faire la tâche, on va faire un programme bien sûr, et en fait on va lancer d'abord le programme pour qu'il apprenne, ensuite il va stocker son modèle et il va pouvoir le recharger, le rejouer en utilisation. Dans ces succès-là, donc de machine learning, il y a eu le succès du jeu, enfin l'utilisation dans le jeu de Go, donc avec AlphaGo de DeepMind. Donc le jeu de Go, ça peut être considéré comme le jeu de stratégie le plus complexe du monde. Et donc dans ce cas-là, il y a à peu près 10 puissance 70 configurations possibles. Donc là, au niveau force brute, on va essayer de tout explorer, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Je pense même pas que les ordinateurs récents puissent le faire. En tout cas, un ordinateur normal, je pense qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Donc on a eu les premières victoires d'AlphaGo, c'était en 2015 contre un premier joueur professionnel. Donc c'était Monsieur Fanui. Ensuite, il a joué contre Lycidol qui est ici là, en 2016, donc 9ème Dan. Alors je suis pas expert en jeu de Go, donc je pense que 9ème Dan, si c'est comme dans les arts martiaux, des choses comme ça, c'est que c'est assez costaud quand même. Donc il a gagné en 2016. Et en 2017, il a aussi gagné contre le champion du monde, qu'on voit ici. Donc voilà, ces algos-là commencent à devenir assez bons, à partir de 2015, 2016, 2017, au point de pouvoir surpasser en tout cas des experts. Je reprendrai cet exemple-là un peu plus tard, on en reparlera pour un petit peu pondérer tout ça. Au niveau des applications, un petit peu avec de l'histoire aussi, sur la reconnaissance d'images. Donc en 2009, il y a une base de données d'images qui s'appelle ImageNet qui a été mise à disposition de tout le monde. Donc il y a à peu près 1,5 million d'images pour plus de 20 000 catégories. Et donc en 2010, sur cette base de données, il y a eu un challenge qui consistait à trouver un algo qui fait de la classification d'images de la meilleure façon possible. Classification d'image, c'est-à-dire dans une image on voit un chat, il faut que l'algo dise il y a un chat. Donc avant 2012 en fait, les méthodes classiques basées sur vraiment un algo qu'on aurait conçu pour ça avaient des taux d'erreur d'environ 25%. Ce qui est déjà pas mal, ça veut dire que quand même sur n'importe quelle image qu'on lui donnait, sur les 20 000 catégories, il se trompait qu'une seule fois sur 4. Donc déjà c'était pas trop mal pour faire ça. Le premier réseau de neurones, donc d'IA, qui s'appelait AlexNet, en fait, il a déjà réduit ce taux à moitié. Et c'est un peu daté comme le début de l'ère du deep learning. Donc dans le petit graphe qui est ici, ça doit être celui-là, je suppose, AlexNet. Et ensuite, il y a eu plein de méthodes qui l'ont enchaîné. En 2015, donc il y a ResNet, c'est à Microsoft, qui a atteint un taux d'erreur de 3,57%, donc surpassant l'humain. Donc j'ai pas trouvé d'infos sur comment ils déterminent que l'humain il est à 3,57. Mais bon, ils ont défini ce seuil-là, donc on arrive ici à avoir de la reconnaissance d'image supérieure à ce que ferait un humain. On a aussi dans les applications, alors c'est plus temporellement lié, tout ce qui est IA génératif qui permet de créer du contenu original, des textes, des images, des musiques, etc. Donc par exemple ici l'image titre, ça a été généré par une IA. Donc justement je demandais dans le cadre du cours à faire une image illustrative qui fait ça. Donc je dis que j'allais faire l'IA de base et ensuite
essayer de faire sortir le robot d'un petit labyrinthe. Donc voilà, donc il m'a sorti cette image là, elle est plutôt sympa d'ailleurs. Donc ça marche plutôt pas mal. Des générateurs d'images, alors vous en avez pas mal, vous avez DALL-E, Midjourney, Stable, etc. Donc c'est des générations d'images d'art ou de design. Ça peut aussi appliquer des styles, fais-moi dans le style dessin, fais-moi dans le style BD, style réaliste, etc. Donc il y a quand même pas mal d'applications dessus. On verra les bases pour voir comment ça marche un petit peu tout ça. Dans les textes, donc par exemple vous avez ChatGPT, Mistral, DeepSeek qui font de la rédaction, aussi de la traduction. Vous avez DeepL pour sa traduction qui est pas mal. Donc j'ai demandé pareil, j'ai cours, sors-moi un poème pour ce cours, j'ai demandé ça à ChatGPT, donc il me sort ce texte-là, qui rime au moins. Donc là, dans la salle claire, on laisse les algorithmes. Un robot s'éveille guidé par des rythmes. Perdu dans un labyrinthe au mur incertain, il hésite, apprend, puis affine son chemin. Chaque erreur devient savoir, chaque choix le construit, et peu à peu, libre, il trouve la sortie. Voilà, bon, c'est pas forcément de la grande poésie, mais voilà, ça peut. Ça a fait le job, quoi. Ça a sorti un poème. On peut pas dire que c'est pas un poème, quoi, ce truc-là. Alors ce texte-là, je l'ai mis dans un générateur de musique. Donc c'était Suno, je crois, il y en a eu plusieurs. Et donc j'ai donné ce texte et en fait il a fait la musique et il a aussi généré le fichier audio qu'on peut faire ça. Donc on va essayer de l'écouter. Est-ce que ça a marché? Ouais. Donc voilà, donc ça s'est généré de la vidéo, en plus avec le style, j'avais dit un petit peu récent, etc. Donc ça marche plutôt quand même pas mal. Et on a aussi, quand c'est généré des images, de la musique, des textes, on peut aussi générer des vidéos. Et donc là je crois que j'ai pris Stable Diffusion. C'est le site qui s'appelle Stable Diffusion. Pour générer ça, et donc ça m'a généré ça. Un peu son. Donc pour illustrer le cours, il m'a sorti voilà une petite image. Bon, voilà. Est-ce qu'on se doute pas que c'est de l'IA, etc. Bon, en tout cas, c'est une vidéo et on sait reconnaître qu'il y a 3 robots, des personnes. Alors le labyrinthe, faut deviner, etc. Mais bon, ça génère des vidéos. C'est un peu plus compliqué. Donc on reviendra aussi pareil sur notamment sur les défauts, etc. dans une prochaine vidéo que je ferai. En robotique, quelques applications en robotique. Donc en 2019, OpenAI il entraîne en simulation une main robotique à résoudre un Rubik's Cube. Donc celui-là, je vous passe la vidéo, mais je l'ai accéléré. La vidéo totale dure 4 minutes. Donc à partir de cette vidéo, donc il y a des caméras, il me semble, au-dessus, peut-être une sur le côté, qui voit le Rubik's Cube. Et grâce à un apprentissage en simulation, le robot réussit comme ça à manipuler le cube et à réaliser le Rubik's Cube. Donc comment ils ont fait ça? Ils ont fait ce qu'on appelle du domain randomization. Donc en fait en simulation, ils ont changé le fond, ils ont changé les couleurs, etc. Pour pouvoir réussir à apprendre ça. Et à la fin, je vais vous montrer la fin quand même. Et à la fin, le robot, la petite main ici, réussit à réaliser le Rubik's Cube. Suspense. Voilà. Alors déjà, faire un Rubik's Cube tout seul, c'est pas facile. À une main, encore moins. Et donc là, ils ont réussi à mixer les deux. C'était quand même pas mal. Alors bien sûr, il y a d'autres applications réelles de faire ça. Au niveau perception, tout ce qui est véhicule autonome. Voilà. Donc il y aura plein d'applications réelles là-dessus. Des applications. Alors réelles, c'est toujours marketing. Vous avez par exemple des robots de chez, on va faire un à la fois, de chez Boston Dynamics qui maintenant arrive à générer des choses comme ça. Donc on n'a pas trop les détails de comment c'est fait, quel modèle d'IA, etc. Mais en tout cas, on est à peu près sûr que ces mouvements-là ils sont générés par IA. Et on arrive quand même à avoir des trucs assez bluffants.
Bon, faut pas croire, hein, il y a des ratés aussi hein, sur les vidéos de Boston Dynamics. Généralement, en plus, sur assez honnête, ils mettent les ratés dessus. Mais c'est quand même assez bluffant. Alors déjà, mécaniquement, bon, c'est pas le thème du cours, mais les robots sont quand même plutôt bien foutus. Et on a aussi la partie commande, équilibre, génération de trajectoire qui est assez pas mal. Et on va faire celui-là en pause. Et le mieux qu'on a eu quand même récemment, c'était la cérémonie Nouvel An en Chine. On a les robots Unitri qui font des mouvements très très dynamiques. Bon, le fait qu'ils soient beaucoup, ça rajoute en plus, ça rajoute un petit peu de l'effet. Mais quand même, les mouvements, ils sont quand même assez bons. Et là, les trouver une loi, faire une loi mécanique, etc., qui fait ça. Là, l'espèce de trampoline qui envoie les robots au niveau commande, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc là, la vidéo était pas à l'envers, c'est vraiment le robot qui a reculé. On arrive quand même à générer des mouvements assez dynamiques là-dessus. Hop. La vidéo est assez bluffante quand même. Hop, allez. Je vous ai mis les liens ici, hein, si vous voulez voir les vidéos, vous pouvez aller les voir. Alors celle du Nouvel An, elle est vraiment longue, mais ça vaut le coup quand même. Alors, on va dire tout ça, c'est bien joli, hein, de l'IA, ouais, génial. On fait des trucs sympas, rigolos, mais bon, faut que ça serve quand même à autre chose. Il y a de l'IA, notamment pour la protection de l'environnement, c'est assez d'actualité quand même. La détection de la déforestation via des images satellites, donc vous avez Global Forest Watch, qui à partir des images satellites va réussir à repérer des feux, des choses comme ça, à repérer si la végétation elle est en souffrance, etc. Donc là on a une utilisation un peu pratique de l'IA, il en faut quand même quelques-unes. On a d'utilisation dans tout ce qui est réseau électrique. Alors il faut savoir c'est que en ce moment, c'est que le réseau électrique devient très très compliqué entre des centrales nucléaires qui produisent de manière à peu près constante, des panneaux solaires qui produisent que quand il y a du soleil, la consommation, etc. Faut réussir le peu d'organes pilotables qu'on a, à réussir à les piloter. De telle manière que en fait, la production d'énergie correspond à chaque moment à la consommation d'énergie. Si la production commençait à monter, on aurait des surtensions sur le réseau, c'est pas bon. Et si la production commençait à descendre par rapport à la consommation, on aurait des baisses de tension, ce qui est pas bon non plus. Donc ça devient assez compliqué et on commence à passer ça à des aléas. Voilà, donc tout ce qui est prédiction des catastrophes naturelles. Donc là, Global Forest Watch, c'était la déforestation, grâce à tout ce qui est machine learning. Et une petite dernière, allez, pour donner du grain à moudre à ceux qui disent le IA ça sert à rien. Voilà, on a quelques applications. La détection précoce de maladies. Il y a des images de scanners, donc en fait on a donné des scanners à apprendre à l'IA sur une même personne à plusieurs périodes, plusieurs stades. Et on a dit voilà, cette personne va avoir un cancer là 3 ans après le premier scan, et en fait il a réussi à trouver un signe avant-coureur sur le premier scan. Donc l'IA peut dépasser les radiologues. Alors je pense pas que ce soit intéressant de remplacer les radiologues pour faire ça. Alors je vais quand même citer, je crois, c'est Jean Covici qui dit ouais c'est bien, ça sert à faire ça. Mais en fait tout l'argent qu'on dépense dans l'IA, on l'aurait dépensé sur de la prévention. En fait les gens n'auraient pas eu besoin de faire de la détection. C'est une phrase que je trouve qui fait réfléchir quand même un petit peu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais essayer d'en déposer à peu près une par semaine. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt. Au revoir.